Dit Soir d'Info reçoit avec beaucoup de plaisir le professeur Abdoulaye Leye. Professeur, bonsoir. Bonsoir, c'est bien. Alors, vous êtes diabétologue, endocrinologue, chef de service à l'hôpital de Thiaroye. Et le prétexte de l'entretien avec Ali Mouba, c'est le premier congrès annuel de la SOCEDIAN, jumelé aux deuxième journée scientifique du DS d'endocrinologie, métabolisme, nutrition de Dakar. Cela se passe les 16, 17 et 18 décembre. Déjà, professeur, pour nous mettre un peu à niveau au plan scientifique, que renferme la spécialité endocrinologie, métabolisme et nutrition? Merci beaucoup, M. Der, merci M. Ba pour l'invitation. L'endocrinologie, métabolisme, nutrition s'occupe de toutes les maladies en rapport avec un dysfonctionnement, un trouble du fonctionnement de ce qu'on appelle les glandes endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des organes qui sont capables de sécréter des hormones, une substance dans le sang, véhiculée donc dans le sang pour aller agir au loin sur un autre organe. Par exemple, la thyroïde ou le pancréas. Le pancréas sécrète l'insuline véhiculée par le sang pour aller agir sur le cœur, les muscles, etc. La thyroïde, l'hypophyse, c'est ça qu'on appelle les glandes endocrines. Donc l'endocrinologie s'occupe de ces glandes endocrines. Le métabolisme s'occupe de l'utilisation par le corps de ce que nous mangeons, des nutriments, qui, le résultat devant être préserver la santé, mais les excès ou les déficits peuvent entraîner des maladies métaboliques. Un prototype de maladie métabolique est constitué par le diabète où on a un trouble de l'utilisation du sucre. La partie nutrition, c'est la spécialité qui s'occupe des rapports entre l'alimentation et la maladie ou la santé. C'est selon. Qu'est-ce qui dans l'alimentation peut entraîner, rendre le sujet malade, et qu'est-ce qui dans l'alimentation peut permettre à l'individu de retrouver la santé. Donc ce sont ces trois entités qui composent en fait la spécialité endocrinologie, métabolisme, nutrition. Mais c'est quoi finalement la différence avec la diabétologie? La diabétologie est transversale entre ces trois parties. Parce que la diabétologie, c'est la spécialité qui s'occupe d'une maladie qui est appelée diabète, qui est l'existence d'une hyperglycémie chronique dans le sang. Mais ce diabète, la partie endocrinologie, comme je vous l'ai dit tantôt, le pancréas doit sécréter de l'insuline, l'insuline qui est l'hormone hypoglycémiante. Donc ne pas avoir d'insuline, c'est qu'on a un problème endocrinien avec le pancréas par un déficit ou un manque d'efficacité de l'insuline. Il est aussi à cheval sur le métabolisme puisque son substratum, c'est le sucre qui n'est pas utilisé comme ça se doit et qui s'accumule dans le sang. Mais également, on sait que la partie nutrition, pour traiter le diabète, la première partie en dehors de l'activité physique, c'est de diminuer, c'est de réduire la quantité de sucre que l'on mange. Donc on voit bien que l'endocrinologie, c'est une sous-partie de cette spécialité, mais qui est transversale sur ces trois éléments. On ne peut pas être diabétologue seulement sans avoir des connaissances en endocrinologie, en nutrition et en métabolisme, de façon générale. Professeur Leye, j'aimerais vous entendre sur le diabète de manière spécifique pour que nos téléspectateurs comprennent très bien. Dites-nous très rapidement, professeur, la situation du diabète au Sénégal. Sur les données d'enquête, la dernière enquête officielle qui est l'enquête STEPS, a retrouvé une prévalence globale d'environ un peu plus de 3%. Mais un peu auparavant, on avait retrouvé avec une enquête du professeur Kane 10% dans la région de Saint-Louis. Mais on sait qu'en fonction des tranches d'âge, plus on rentre dans les tranches d'âge les plus élevées, 50-60, on a cette prévalence qui augmente. Mais ce qui est clair, c'est que si on a un diabétique qui est connu, qui est découvert, il y en a 2 ou 3 qui sont diabétiques et ne le savent pas, puisque c'est une maladie insidieuse. Donc il faut se méfier un tout petit peu des chiffres. La preuve, c'est que la réalité, c'est que c'est une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur et on découvre ce diabète à l'occasion de complications plutôt que d'un dépistage systématique. Et aujourd'hui, vous l'avez dit de manière spécifique aussi, les jeunes sont devenus ont une problématique à ce niveau-là. Est-ce que vous avez une idée un peu de ce qui se passe à ce niveau-là? C'est lié à la mauvaise alimentation, c'est le surpoids, c'est quoi exactement? On a des diabètes de plus en plus jeunes, des diabétiques. Absolument. Alors, il y a le diabète de type 1 qui est un diabète lié à un déficit absolu en insuline, qu'on appelait le diabète de l'enfant, insulinodépendant. Ce diabète existe dans des proportions qui sont très faibles, c'est environ 1% de tous les diabètes. Mais avec la transition épidémiologique, avec la mauvaise alimentation, on voit
l'obésité prend une plus grande place chez les enfants et les adolescents. Et on sait que le premier facteur prédictif de la survenue d'un diabète de type 2, qui est le diabète non insulino-dépendant, anciennement appelé diabète gras, c'est l'obésité. Donc manifestement, la mauvaise alimentation, en tout cas l'expansion très importante de l'obésité dans la population des enfants et l'absence d'activité physique sont des facteurs qui favorisent la survenue de ce diabète de plus en plus fréquemment chez les enfants. Peut-être revenir au prétexte de l'entretien. D'abord, savoir c'est quoi le Sossédian. J'ai vu que le premier congrès annuel est de la Sossédian. C'est quoi? Alors la Sossédian, c'est la Société sénégalaise d'endocrinologie, diabétologie, nutrition. Les spécialités ou les spécialités médicales ont l'habitude de se regrouper, les spécialistes en une société dite savante pour pouvoir échanger sur l'actualité et les développements qui concernent la spécialité. Il se trouve que cette Société sénégalaise d'endocrinologie, diabétologie et nutrition a été portée sur les fonds baptismaux il y a juste un an à l'occasion des premières journées du DS d'endocrino. Et donc, on fait notre premier congrès pour pouvoir mettre à jour nos connaissances, échanger sur les thèmes d'actualité et faire comme cela se fait avec toutes les sociétés savantes qui se respectent. Certes, on est les derniers nés, mais nous ne comptons pas être en reste pour pouvoir donc échanger, parler des problèmes. Vous ne comptez pas être les derniers. Alors pourquoi l'avoir jumelé également à un DS? Parce que un DS, le DS, c'est le diplôme d'études spéciales. En réalité, si la société sénégalaise vient d'être créée, c'est parce que c'est maintenant, avec l'ouverture de l'enseignement de spécialité, depuis à peu près 4 ans, qu'on est dans la perspective d'avoir une masse critique d'enseignants, de spécialistes du domaine, pour se regrouper et étudier les questions de l'heure en rapport avec notre spécialité. Et l'une des questions les plus actuelles serait de dire le diabétique par rapport à Covid-19. Par exemple. Donc là, les sociétés savantes sont attendues pour échanger, en tout cas donner des stratégies de prise en charge, par exemple, de ces malades. Et c'est ça un peu l'objectif de ces sociétés savantes. Et les jumelés au DS, le nerf de la guerre en matière de science, ce sont les ressources humaines. On ne peut pas soigner une maladie s'il n'y a pas de spécialistes. Je ferai allusion à la cardiologie qui ont eu comme slogan cette année-ci 60-40. 60 ans qu'on fait de la cardiologie, 40 ans que la spécialité existe. Évidemment, pour l'endocrinologie, en tout cas la spécialité existe depuis 4 ans. 4 ans, ce n'est pas 40 ans. Mais la pratique est là depuis plusieurs décennies. Depuis notre parrain, le professeur Sow, au centre antidiabétique d'Abbas. Donc, nous sommes sur la place. Nous voulons vulgariser la discipline, avoir une bonne visibilité pour que les patients sachent quel est le spécialiste qui est censé s'occuper de leur pathologie dans les règles de l'art, puisqu'il y a eu jusqu'à maintenant beaucoup trop d'amalgame et ça porte préjudice à la bonne prise en charge des patients qui souffrent de ces pathologies. Et justement, professeur Lay, la prise en charge des diabétiques, on sait que quand même c'est un véritable problème, une problématique même. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà, qu'après, si on exclut un peu Dakar, que dans d'autres régions, on ait des difficultés à prendre en charge correctement les malades, parce que généralement, beaucoup sont référés après au niveau de la capitale? Par manque de spécialistes. On peut former au Sénégal des cardiologues, des dermatologues, des néphrologues, etc. Et jusqu'à une date récente, il n'y en avait pas au Sénégal. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre en place ce diplôme spécialisé avec le concours des autorités de l'université, de l'enseignement supérieur, très difficilement, mais nous avons pu quand même. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de spécialistes en formation et avec une nouvelle promotion qui va venir, donc le nombre va augmenter. Et à partir de l'année prochaine, on peut avoir chaque année 10, 15, voire 20 spécialistes qui sortent. Donc il y a un déficit qui est là. Absolument, il y a un déficit criard. Et c'est là tout l'intérêt de santé publique. Je pense que faire se développer un plan de prise en charge des patients diabétiques, c'est d'abord avoir des spécialistes qui pourront être dans les régions, dans les hôpitaux régionaux, ou même s'installer pour pouvoir prendre en charge correctement les malades. Donc notre objectif, c'est de former de bons spécialistes dans le domaine pour qu'ils puissent être en nombre et en qualité suffisante à travers le pays et se mettre au service des malades. Au-delà de Dakar, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes dans les régions? Un spécialiste d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, on n'en trouvera nulle part à Dakar.
Et quand on vient à Dakar, on peut compter sur les doigts de la main le nombre de vrais spécialistes du domaine. Maintenant, cela ne veut pas dire que les diabétiques ne sont pas pris en charge. Jusque-là, un médecin généraliste, un infirmier bien formé, un médecin d'une autre spécialité peut prendre en charge dans les limites de ses connaissances, puisque on peut toujours faire quelque chose. Mais prendre en charge correctement, il faut avoir fait les 4 ans de formation, mais pas 6 mois d'une formation, une semaine de stage, se dire diabétologue et dire qu'on les prend correctement en charge. C'est une formation spécialisée, comme le ferait un cardiologue. Personne ne se ferait suivre par un cardiologue qui a été formé sur une semaine ou sur un an. Ce n'est pas possible. C'est un ensemble. Et c'est ça, c'est de là qu'on peut vraiment améliorer la qualité de la prise en charge. C'est d'abord la qualité des connaissances du professionnel. Et c'est là notre principal challenge. Et qu'est-ce qui fait qu'on manque de spécialistes? Parce que même si vous regardez d'autres domaines aussi, c'est à peu près la même chose. Peut-être c'est les études qui sont un peu plus longues lorsque vous finissez votre doctorat en médecine. C'est ça ou bien c'est un manque de moyens? C'est quoi, vous qui êtes enseignant? C'est un tout. C'est un tout. Ceci dit, à la base, toutes les spécialités sortent de la spécialité mère que l'on appelle la médecine interne. C'est de la médecine interne qu'est née la cardiologie, la néphrologie, la rhumatologie, au fur et à mesure. Et donc, jusque-là, la médecine interne s'est toujours occupée de tout. Mais ce n'est que tout récemment qu'on a pu avoir des enseignants universitaires dans le domaine de l'endocrinologie, diabétologie, nutrition. Et c'est ça le préalable pour qu'au niveau du CAMES, qu'on puisse initier une formation spécialisante dans le domaine. Et c'est ça qu'on a pu faire il y a juste 4 ans. Ce qui fait que de toutes les spécialités, pratiquement, on est les derniers nés. C'est pas bizarre ça, avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le département de médecine, la faculté de médecine, je dirais. Non, et là, quand même, le déficit, il est africain. Notre diplôme est le 3e diplôme qui existe en Afrique subsaharienne. Le premier, c'était à Abidjan. Un autre avait été créé au Mali en consortium, en collaboration. Et nous sommes le 3e pays à l'avoir créé. Et aujourd'hui, en termes de possibilités de formation, en termes de ressources humaines, je pense que nous sommes véritablement en pole position pour pouvoir offrir la meilleure plateforme de formation dans ce domaine dans l'Afrique subsaharienne. Mais précisément, pour ce premier congrès, vous allez parler de quoi? Le thème général, le thème principal justement, ce sont les enjeux de la prise en charge des endocrinopathies en Afrique. Nous avons pris ce prétexte pour pouvoir montrer le gap qui nous sépare entre ce qui se fait de mieux dans les pays développés et nous, où nous en sommes. Parce que les décideurs, les politiques, il faut pouvoir leur démontrer que nous sommes en retard. Et donc, nous le savons, mais il faut le vulgariser, il faut le démontrer pour qu'on puisse avoir un investissement sur les ressources humaines, sur le matériel, sur les moyens de prise en charge pour que les gens n'aient plus besoin d'aller à l'extérieur pour se faire prendre en charge dans ce domaine-là. Évidemment, nous avons des sous-thèmes. Il y a Covid et diabète, il y a l'infertilité du couple, nous avons d'autres sous-thèmes en rapport avec les maladies thyroïdiennes, les nodules thyroïdiens. Nous avons un sous-thème sur le syndrome métabolique, la nutrition en Afrique subsaharienne, en Afrique. Et donc, ce sont des thèmes de l'heure qui sont utilisés, qui nous servent de base pour échanger entre spécialistes. Excusez-moi, quel rapport entre l'infertilité du couple et mais l'infertilité... c'est ce qui va intéresser le grand public. Parce que les organes génitaux, les gonades, les organes génitaux fonctionnent sur le mécanisme endocrinien. Ce sont des glandes endocrines. La testostérone de l'homme ou l'œstrogène de la femme, sécrété par ou le testicule ou les ovaires, ça c'est une fonction endocrine. Donc avoir une maladie endocrinienne de ces organes va entraîner un déficit ou un problème de la fertilité. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'il s'agit d'une multidisciplinarité. On a un panel sur cette infertilité du couple avec des collègues de gynécologie, d'urologie, les endocrinos, de la biologie, pour pouvoir faire une prise en charge collégiale et multidisciplinaire, d'échanger sur ces couples infertiles dont les problèmes en grande partie peuvent être liés à des désordres endocriniens. Et la néphrologie, j'imagine aussi que ça doit être un élément à mettre dans la corbeille parce que quand même les diabétiques généralement ils ont des problèmes de rein après. Absolument. La néphrologie, le rein est plus souvent victime que coupable.
Okay. Quand on est hypertendu maltraité, on est diabétique maltraité, on a de l'hypercholestérolémie, on est obèse, le rein comme le cœur, il souffre de ces anomalies. Donc plutôt que de rendre gratuite la dialyse ou de permettre à l'individu de faire son pontage quand il fait sa crise cardiaque, il vaut mieux se focaliser sur ces maladies non transmissibles pour que les gens ne soient pas diabétiques ou que s'ils sont diabétiques, qu'ils soient bien suivis, qu'ils maîtrisent leur hypertension artérielle, que les gens mangent mieux et bougent mieux. C'est ça l'aspect prévention en termes de santé publique qui est beaucoup plus rentable que d'attendre que la complication vienne, qu'elle soit rénale ou cardiaque, pour courir derrière ces complications avec un risque, un pronostic vital qui est de toute façon engagé. L'autre chose qui va intéresser certainement le public, j'ai entendu Covid et diabète. Oui, les diabétiques ont été beaucoup indexés durant ce Covid. Oui. Et la réalité, c'est que victimes. Nous en avons perdu beaucoup aussi. Absolument, parce qu'il y a un déficit de l'immunité, il y a un désordre de l'immunité, il y a un terrain qui est fertile au développement de tous les microbes. Et donc les diabétiques ont été une sous-population dans le monde qui ont payé un très lourd tribut dans cette pandémie, jusqu'à maintenant du reste. Et donc, il vaut mieux, et comme le conseil a été donné depuis très longtemps, il vaut mieux se dépister pour se savoir diabétique, parce que beaucoup de patients, c'est à l'occasion de leur infection Covid qu'ils ont découvert qu'ils sont diabétiques. Ouais. Donc, il faut se dépister, et quand on est diabétique et quand on n'a pas encore le Covid, il faut faire son suivi, être très bien équilibré pour que quand l'infection à Covid survient, on puisse avoir les mêmes chances de guérison que le sujet qui n'est pas diabétique. Également, il faut absolument qu'en inter-vague, comme on dit, que les diabétiques se fassent suivre, qu'ils fassent leur vaccination pour retrouver un niveau d'équilibre qui leur permette d'avoir les mêmes chances que les non-diabétiques de résister à ce Covid avec ces variants à l'infini. Mais justement, avec Omicron, on vient de connaître le premier décès en Angleterre, si je ne m'abuse. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec Omicron? Alors, ce qu'on va faire avec Omicron, pour ce qui intéresse les diabétiques, les endocrinopathes, ma foi, il faut toujours avoir les mêmes réflexes. Profiter de cette période d'accalmie pour faire son contrôle, avoir un parfait équilibre, aller se vacciner. Pour la population générale, il faut être alerte, écouter les conseils que donnent les autorités sanitaires, pouvoir reprendre les mesures barrières ou ne jamais les laisser du reste. Faire très attention, être vigilant, puisque c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux, même si peut-être par chance, d'après l'OMS, il serait moins sévère. Mais il faut toujours être sur ses gardes, avoir les gestes barrières, avoir la vaccination, profiter de cette vaccination dans cette période d'accalmie pour aller se mettre à jour. Ce seront jusque-là les mêmes mesures. Alors, professeur, je prends mon cas. Moi, j'ai déjà mes 2 doses de vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que c'est pertinent pour moi une 3e dose? Parce qu'on commence à parler de 3e dose. Alors, l'histoire de la vaccination, ça obéit à une logique de politique de santé qui est déterminée par les autorités sur la base d'arguments multiples. Alors, ceci dit, l'utilité d'une vaccination à l'échelle de la population, c'est qu'il y ait un grand pourcentage d'individus vaccinés. Mais avoir 5% vaccinés avec 3e dose et avoir les 80% qui ne sont pas vaccinés, cela ne sert pas à grand-chose. L'autre chose, c'est que de façon cavalière, certaines personnes, parce qu'on le fait en Europe, on parle de 3e dose de vaccination, mais ici, ça ne peut pas se faire de façon individuelle. C'est le ministère de la Santé, avec le comité de vaccination qui se réunit et qui étudie les données scientifiques, qui va au moment opportun dire quelle personne devrait aller prendre sa 3e dose, sous quelle forme. Ceci dit, ça peut toujours être utile pour un individu, puisqu'on connaît la durée d'efficacité de la vaccination, ça peut protéger pour 4 mois, 6 mois. C'est tout à fait logique que s'il y a un nouveau variant qui vient ou une nouvelle vague, qu'on puisse dire renforcer ou réveiller à nouveau le système immunitaire par un rappel vaccinal. C'est tout à fait logique au plan scientifique. Mais encore une fois, c'est une décision qui doit intéresser, si vous voulez, toute la population. Et ça, ce sont les autorités ministérielles qui peuvent en décider au plan de la santé publique à l'échelle de la population nationale. Aujourd'hui, on sait que quand même, je parlais un peu du rein, la transplantation rénale, on en parle régulièrement. Je pense que les textes même sont passés à l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on ne peut pas transplanter quelqu'un au Sénégal? C'est quoi? Je ne suis pas dans le comité de transplantation, mais ce qu'on sait, c'est que la transplantation demande une organisation et des moyens qui dépassent le cadre d'un service ou d'une spécialité. Transplanter c'est un exemple simple que je peux vous donner. Transplanter un malade, l'acte de transplanter, les urologues le font très bien. La technicité est là, les gens pour le faire sont là.
Mais l'évaluation avant la transplantation et le suivi après la transplantation, ça pose problème. Imaginez un diabétique que vous transplantez pour que son corps ne rejette pas le greffon. On lui met des traitements qui vont baisser son immunité et qui peuvent lui créer un diabète. Des immunodépresseurs, comme voilà, des immunosuppresseurs, des immunodépresseurs, des corticoïdes qui entraînent même un diabète. Donc vous voyez que c'est une situation qui est relativement complexe. Après, il y a en amont le don d'organes, cibler les individus, il y a toute une chaîne. Et donc ce n'est pas, il faut beaucoup de volonté, il faut une grande implication. Ce que le comité de transplantation est en train de faire, c'est qu'au Cameroun, ils ont pu le faire plus récemment. Donc la volonté est là, mais il faut que les moyens suivent et c'est un tout. Et comment limiter aujourd'hui la progression du diabète et de l'hypertension au Sénégal? Quand même, on sait que c'est devenu une préoccupation, même chez les sujets jeunes, vous l'avez dit. Comment? Quelle politique pour relever ces défis-là? On connaît les causes essentielles de la propagation de ces affections non transmissibles. Et ces causes sont dans l'hygiène de vie. Il faut avoir une vie saine. Avoir une vie saine, c'est faire de l'activité physique, c'est faire du sport le plus souvent possible et très régulièrement. C'est avoir une alimentation saine. On sait que tout récemment, des collègues cardiologues et d'autres chercheurs ont pu démontrer que nous sommes à 15 grammes de sel. Là où ce dont on a besoin, c'est 4 grammes. Et c'est le sel qui a l'hypertension artérielle, dans un seul repas. Donc ça, ce sont ces habitudes culinaires-là. 14 grammes en excès. En excès, au-delà. Et ça, la plupart des médicaments d'hypertension, ce sont des diurétiques. C'est pour faire sortir le sel de l'organisme. Donc vous comprenez bien que le bon sens et la logique voudraient que de diminuer, de réduire sa consommation de sel pour éviter l'hypertension et de prendre un médicament pour faire sortir le sel. Pareil pour le sucre, pareil pour le gras. Lorsqu'on consomme beaucoup de calories, beaucoup d'énergie et qu'on ne bouge pas, on devient obèse. Quand on devient obèse, chaque cellule graisseuse aura besoin de son insuline, aura besoin de ses nutriments qui vont être déficitaires. Donc du coup, les organes se fatiguent, on devient diabétique, on va faire de l'arthrose parce qu'il y a le poids, etc. Donc, pour éviter la propagation de ces maladies, il faut rééduquer la population à une bonne alimentation. On le dit souvent comme une chanson, manger moins gras, moins sucré, moins salé, faire de l'activité physique. Mais après, dans l'application, ce sera toujours ça le demande même une politique, tout ça. Absolument, une politique d'éducation, mais au jour le jour, pour éveiller les populations. Et c'est en partie un peu le challenge que nous avons dans les sociétés savantes pour pouvoir trouver des stratégies de communication adaptées avec les populations, descendre au niveau des populations, avoir des guides ou des affiches pour pouvoir vraiment parler au day-to-day aux populations et être une personne, en tout cas une structure morale, ressource de conseil pour, en tant que société scientifique et société savante pour les décideurs et les autorités politiques. C'est le message pour les populations, les pouvoirs publics? Pour les pouvoirs publics, en tout cas pour ce qui nous concerne, il faut dans les priorités, en tout cas dans les stratégies d'accompagnement, accompagner les spécialités naissantes pour qu'ils puissent se développer au même titre que les autres spécialités. Mais également, il faut pouvoir orienter les ressources dans la prévention des maladies chroniques qui exposent à tout ce qui est maladie rénale, qui engage le pronostic, ou bien cette population qui est concernée lorsque les pandémies ou les épidémies surviennent. Il faut vraiment réorienter tous les moyens qu'il y a vers ces maladies chroniques qui existent là. Et l'endocrinologie, diabétologie, métabolique, nutrition en fait véritablement partie. Et c'est le message que nous voulons lancer aux autorités étatiques. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai inversé les rôles, Ali Mouba. D'habitude, nous subissons ces questions pour le diagnostic, mais aujourd'hui, on l'a passé au crible de nos questions. Absolument, professeur Leye. Merci beaucoup, professeur. C'était avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci également à vous, Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.